Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là dans cette journée bien chargée avec une programmation hyper riche. Je m'appelle Maël Coutan. Certaines d'entre vous me connaissent aussi sous le nom de Le Tréma ou d'ASMR Politics, bien que je n'ai pas de trouble de la personnalité, ou en tout cas pas encore diagnostiqué. Je suis créateur de contenu donc sur les réseaux, mais aussi je suis consultant en com, spécialisé dans l'accompagnement des structures engagées. Aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce que les COP vont bien ? C'est une question qui est pas si anecdotique que ça dans le moment pré-fasciste qu'on traverse en ce moment. Et il y a une nécessité aujourd'hui de se demander si d'autres modèles sont possibles et d'autres modèles surtout peuvent travailler à faire rempart, à mener la bataille culturelle et aussi à offrir d'autres modèles pour changer concrètement le quotidien des gens. Et je pense que justement c'est le sous-texte de ce festival qui est la question de est-ce que les entreprises sont politiques ? Quand Chahine, qui est le secrétaire général des Licornes, m'a proposé d'animer une table ronde, c'était en juillet dernier. Alors c'était juste après la Pride et toute la polémique, toutes les polémiques qui ont eu lieu à ce moment-là autour de l'affiche et du mot d'ordre. C'était une affiche clairement antifasciste en termes de fond du message, mais aussi graphiquement, on va dire. Évidemment, ça n'a pas plu à la droite et l'extrême droite, et il y a eu toute une polémique, et surtout un retrait des subventions de la part d'abord de la région Île-de-France, et par un effet de domino, il y a eu des entreprises qui soutenaient l'Inter LGBT, qui est l'association qui organise la Pride, qui, à minima, se sont posé la question de savoir si elles arrêtaient de soutenir la Pride, et il y en a qui se sont retirés aussi. Rappelons que c'est un des événements les plus visibles, les plus importants et les plus marquants pour la communauté LGBTQIA+. Et du coup, justement, dans ce contexte, quand Chahine me parle du texte, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce regard-là et de faire le lien. J'ai fait tout de suite justement le lien avec cette actualité et aussi avec le recul des entreprises aux États-Unis suite à l'élection de Trump sur ces mêmes questions-là. Alors, sur les politiques donc, de diversité, équité, inclusion, qui recouvrent à la fois des soutiens aux associations, mais aussi justement comment on fait à l'intérieur de l'entreprise, on va en parler évidemment, mais pour à minima protéger les salariés, les travailleurs et les travailleuses qui sont issus de catégories minorisées. Et quand je parlais tout à l'heure d'un modèle qui fasse la différence dans le quotidien des gens, je parle évidemment des gens, des consommateurs et des consommatrices qui peuvent soutenir activement un autre modèle par leur acte d'achat, mais je parle aussi justement de lieux de travail où les travailleurs et les travailleuses puissent être à minima sereins d'aller travailler dans leur structure. J'ai perdu le fil, je suis désolé. Hop. Oui, alors du coup, ça rejoint aussi justement un questionnement que moi j'ai eu dans mon parcours. J'ai bossé 10 ans en ONG, principalement écolo. Et en fait, j'ai remarqué que ces questions-là, moi, en tant que personne gay, finalement, elles étaient assez facilement mises de côté parce qu'on considérait que la structure même, le modèle social de l'association, qui fait partie donc de l'économie sociale et solidaire comme les COP, suffisait en fait, finalement, à se dire que parce qu'on était du bon côté, il n'y a pas forcément besoin d'engager de réflexion sur ces questions-là. Et ça m'a toujours un peu piqué. Et donc, justement, toutes ces réflexions-là ont mené à choisir ce thème-là sur cette table ronde, avec un titre volontairement un petit peu provoque, mais le but, c'est justement qu'on essaye d'abord dresser un tableau de ce que sont les politiques diversité-inclusion, pour ensuite justement aller dans le vif du sujet, savoir quels sont les freins aussi
au niveau des COP et, in fine, surtout repartir avec des réponses concrètes pour aller de l'avant et surtout dans un moment politique, je pense qu'on en reparlera, comme celui-là. Pour en parler justement, du coup, sur la question des COP, donc on a 2 représentantes qui sont avec nous, donc Élise Notaire qui est responsable qualité au sein du réseau Cities, et Julie Razana-Baini qui est ingénieure photovoltaïque et qui a coécrit, chez Enercop, pardon, et qui a coécrit un rapport sur les DEI, donc au sein d'Enercop. Marie Véron, secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire, et Loïc Dumoulin-Richer, qui est expert diversité et inclusion au sein de TETU Connect. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Super. Justement, du coup, je vais donner la parole à l'expert, d'abord pour nous dresser un peu le tableau de ce que c'est que les questions DEI, d'où ça vient, l'historique, et puis aussi l'état des lieux actuel dans le monde capitaliste, dans les entreprises dites conventionnelles, et par rapport aussi à faire le lien avec ce que je disais juste avant sur cette question-là. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Maëlle pour cette intro. Alors, dans l'ordre, nous on travaille donc avec un grand nombre d'entreprises, d'organisations plus simplement, qui soient des entreprises, des équipes sportives aussi beaucoup, et des écoles et tout autre type d'organisation. On les aide à accompagner leur mouvement d'impact sur les sujets d'I&I, c'est-à-dire comment faire pour créer des environnements qui soient pour toutes et tous des environnements où on puisse être soi-même, on puisse se développer et on puisse s'assurer qu'on est safe sur son lieu de travail. Ça, c'est le but numéro 1 de nous, notre accompagnement auprès de ces structures. Concrètement, ce qu'on observe, donc je fais juste 2 secondes d'historique parce que ça a du sens avec TETU. TETU Connect donc, est né du magazine TETU, que vous connaissez peut-être, qui est le magazine de la communauté LGBTQI+, depuis 30 ans maintenant. On a fêté nos 30 ans cette année. TETU Connect existe depuis 2018. Et la création de TETU Connect, elle vient d'un constat qui était qu'on était assez en retard en France là-dessus, sur ces sujets, notamment sur les sujets d'inclusion LGBTQI+. C'est l'ADN de TETU, donc on a commencé par là. Aujourd'hui, on adresse toutes les thématiques de la diversité, bien évidemment, et de manière intersectionnelle. C'est très important, on ne silote pas. Évidemment, on ne parle pas qu'aux personnes LGBTQ+, parce qu'elles ne sont pas que LGBTQI+, dans l'entreprise, évidemment. Donc cette approche, elle a 6, 7 ans, 8 ans, et elle correspond à peu près à l'essor de la prise d'intérêt des grandes entreprises sur ces sujets. On est en retard par rapport aux pays anglo-saxons, clairement, mais bon, l'important c'est de commencer à un moment donné. Donc sur les entreprises, on va plutôt accompagner des grands groupes. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'avant de s'attaquer au sujet LGBTQI+, notamment, les entreprises ont des obligations légales sur 3 sujets de diversité, qui sont l'égalité homme-femme, les diversités de génération, l'intergénérationnel, et les sujets liés au handicap. Le sujet LGBTQI+, il n'est pas du tout obligé de le traiter dans l'entreprise. Il se trouve que heureusement, la plupart des grands groupes ont pris conscience que c'était un sujet important. C'est entre 10 et 22% de la population à peu près, selon les classes d'âge, qui est concernée par ce sujet, plus toutes les personnes qui sont concernées indirectement. Donc en fait, ce sujet, il concerne beaucoup de monde. Donc c'est une prise de conscience qui est importante de la part des boîtes. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on fait en sorte que les personnes LGBTQI+, puissent avoir toute leur place dans l'entreprise. Voilà, c'était un tout petit aparté. Si on regarde un peu historiquement, en fait, tout ça vient, alors c'est presque ironique quand on connaît la situation actuelle, mais tout ça vient des États-Unis originellement. Les sujets d'I&I, DEI, enfin diversité, équité, inclusion, ils ont émergé dans les années 60 aux États-Unis, au moment où les Afro-Américains luttaient pour leurs droits, pour les droits civiques. Donc c'était majoritairement les discriminations raciales et l'égalité entre les genres. Ça, c'est la base. Dans les années 80-90, c'est un petit peu avancé, parce qu'on s'est rendu compte que uniquement interdire la discrimination, ça ne suffisait pas. Il fallait une approche proactive pour que chacune puisse trouver sa place dans la société et par capillarité dans l'entreprise, dans l'organisation dans laquelle on travaille, puisque c'est ainsi qu'on est organisé. La plupart d'entre nous va être dans un groupe
pour travailler, ou dans une entreprise, dans une association, dans une coopérative, etc. Donc on va travailler. Donc l'idée, c'est de créer des environnements où finalement on puisse mettre en avant, valoriser et surtout assurer que toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quelles que soient les diversités qu'elles portent en elles, puissent être elles-mêmes et puissent avoir la même expérience que tout autre collaborateur ou collaboratrice au sein d'une organisation. Donc ça, c'est le point important. Et donc aujourd'hui, on considère donc les sujets de diversité, équité, inclusion. Donc dans les entreprises, les grands groupes, aujourd'hui, on voit que des services diversité, inclusion se sont créés. Ça depuis à peu près 10 ans. C'est parfois, ces sujets reviennent au RH, parfois ils sont traités par la com, c'est pas l'idéal, mais ça on en reviendra dessus sans doute un moment. Mais quand il existe des services diversité, inclusion, ce sont des personnes qui sont chargées de faire en sorte que ces sujets soient traités de manière concrète et avec un véritable impact pour les collaborateurs et collaboratrices. Parce que si vous traitez ces sujets uniquement pour la marque employeur, la communication et la bonne conscience le soir en se regardant dans le miroir, ça n'a pas grand intérêt. Et nous, c'est ce qu'on dit à tous les groupes qu'on accompagne. Sur les sujets LGBT, par exemple, si l'objectif c'est de mettre un drapeau arc-en-ciel une fois par an au mois de juin, super, mais ça ne sera pas avec nous. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On va vous accompagner déjà sur un temps long, minimum 1 an, pour mettre en place des vraies actions qui vont bénéficier à vos collaborateurs et collaboratrices et in fine à toute l'entreprise, évidemment, pas uniquement aux collaborateurs et collaboratrices LGBT. Donc ce sujet, il est un moment, il devient central parce que on ne peut pas se contenter de faire semblant. Et d'ailleurs, ceux qui font semblant ou qui ne sont pas sincèrement engagés sur le sujet de diversité, ça se voit très vite et les collaborateurs et collaboratrices s'en détournent, ou en tout cas les candidats. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie en 2024 qui expliquait que 75% des jeunes diplômés étaient prêts à renoncer à une partie de leur rémunération si l'entreprise n'est pas alignée à leurs valeurs. Donc c'est pas du tout anodin. Heureusement de cette jeune génération émanent des choses qui vont dans ce sens, voilà, on a envie de rejoindre une organisation qui va correspondre à nos valeurs, à notre volonté de, si tant est que ce soit possible, transformer la société, en tout cas la faire évoluer dans le bon sens. On s'accroche, on y croit tous. Je pense que si on est là, c'est qu'on y croit un minimum. Et que c'est une nécessité. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus faire l'économie de s'attaquer concrètement à ces sujets, puisque un collaborateur ou une collaboratrice qui ne peut pas être lui-même ou elle-même au travail, qui doit cacher une partie de qui elle est, qui il est, c'est un collaborateur, une collaboratrice qui est moins performante ou moins performant. Et ça, les entreprises, dans un environnement capitaliste, ne peuvent pas se permettre ou ne souhaitent pas que leurs collaborateurs et collaboratrices ne soient pas au meilleur de leur performance possible. Donc ça, c'est le côté un peu cynique peut-être. Et in fine, travailler sur les sujets de diversité et inclusion, c'est travailler pour le bien-être des collaborateurs et collaboratrices, sur la question de santé, sur la santé mentale, sur le bien-être au travail, mais aussi en dehors, et évidemment sur la performance. Donc voilà, en gros, sur les sujets, on en est là. Et évidemment, tout ça, ça prend ça prend plusieurs formes quand on s'investit sur les sujets de diversité et inclusion. Ça va être sur le recrutement et la promotion, et les promotions en interne, sur la formation et la sensibilisation. Je pense que ça, on reviendra sans doute un petit peu dessus. Qu'est-ce qu'on met en place pour concrètement faire évoluer les connaissances et peut-être les biais aussi, pour beaucoup les biais inconscients ou non qu'on a sur ces sujets. La politique interne, la gouvernance, évidemment, ça c'est signer des chartes, c'est créer des comités d'INAI, c'est faire le reporting, les indicateurs concrets pour mesurer le progrès sur ces sujets, parce que c'est bien d'avoir des grandes idées, mais il faut pouvoir mesurer l'impact, évidemment. Et évidemment, travailler sur la culture d'entreprise. Mais ça, toutes les entreprises se rejoignent là-dessus, en gros. Voilà. Avant de passer la parole au COP et d'affiner un peu plus sur le sujet COP, je vais passer la parole à Marie, justement, pour rester un peu sur l'enjeu sociopolitique quelque part. En quoi est-ce que, justement, les enjeux d'INAI peuvent rentrer en ligne de compte ou en tant cas s'articuler avec, justement, les enjeux de lutte contre les inégalités dans le milieu du travail? Oui, merci pour l'invitation. Et effectivement, tu le disais un petit peu en introduction, le contexte sociopolitique actuel, il est vraiment pas très fun. Et on voit bien les discours et les idées réactionnaires qui sont très très présentes et malheureusement visibles, que ce soit sur les réseaux sociaux et dans les médias. On l'a vu aussi, tu l'évoquais, voilà, le rétropédalage d'un certain nombre de grands groupes, en particulier aux États-Unis, mais pas que, sur les questions justement de politique de diversité et d'inclusion qui sont réellement un problème, et y compris la lettre
de l'ambassade américaine qui a été envoyée à un certain nombre de grands groupes français pour leur demander justement de revenir sur leur politique de diversité, voire de supprimer complètement cette politique de diversité, ce qui pour nous est vraiment dramatique, puisque c'est déjà des enjeux qui, à notre sens, sont trop peu pris en charge ou pas suffisamment bien, en tout cas pris en charge dans les entreprises et dans les administrations aussi, parce qu'elles sont concernées aussi. Et donc nous on garde en tête que ça doit nous rappeler que le risque de backlash il est là, il est bien présent, et qu'effectivement on doit toutes et tous agir concrètement, donc agir nous en tant que représentants des travailleurs et des travailleuses, mais aussi en tant que travailleurs et travailleuses, et en particulier dans les COP où effectivement on n'est pas épargné forcément par ce sujet-là. On voit bien qu'il y a un rejet politique des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion par les dominants. Majoritairement, celles et ceux qui s'opposent, d'ailleurs c'est plutôt ceux qui s'opposent à ces politiques-là, et qui réagissent assez vivement, en tout cas sur les réseaux comme on le disait, ou dans les médias, ce sont majoritairement des hommes blancs, hétéros, cis et valides. Donc ça montre bien que ces mesures, elles sont perçues comme une menace pour leurs privilèges, et ça nous donne, à Solidaire, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a vraiment un enjeu de s'emparer de ces thématiques-là dans nos lieux de travail, et que, en tant que représentante du personnel et en tant que travailleurs et travailleuses, on doit peser sur nos organisations de travail pour que ces thématiques-là soient prises en charge. On est bien conscient et consciente qu'il y a de nombreux stéréotypes qui sont toujours là, et qu'ils ont des conséquences importantes sur le monde du travail et sur notre travail au quotidien. Et que, y compris nous, à l'intérieur de l'Union syndicale solidaire, on a ces sujets-là qui doivent être pris en charge, et qui le sont en tout cas. C'est notre rôle en tant que militants et militantes de lutter dans nos boîtes, mais aussi à l'extérieur de nos entreprises et de celles, en tout cas, dans lesquelles on est présent, les administrations dans lesquelles on est présent aussi. Parce que voilà, nous on a un réel objectif de transformation sociale, et donc c'est pour ça que nous on fait le lien concret entre le contexte socio-politique actuel et les politiques qui doivent être menées dans les entreprises, dans les administrations. Merci beaucoup. On va passer du coup au point de vue COP. Alors peut-être que je vais vous laisser vous présenter plus précisément à l'intérieur justement de votre structure, et de présenter aussi votre structure, parce que vous avez des modalités d'organisation qui sont quand même assez différentes, et ça a aussi évidemment un impact sur la mise en œuvre de politiques diversité. Donc Julie, je t'en prie. Oui, du coup, bonjour. Moi, c'est Julie Razanabaini, donc ingénieure d'études de photovoltaïque chez Enercop, qui est un fournisseur, un producteur d'énergie, et qui vend aussi des services énergétiques annexes à ces deux autres activités. Et je suis aussi donc élue CSE à Enercop, et là aujourd'hui je représente un groupe de salariés qui s'est auto-constitué pour travailler sur la diversité et l'inclusion à Enercop. Et donc je parle plutôt au nom de ce groupe de salariés là, et je vous raconterai du coup par la suite comment est-ce qu'on a travaillé et comment on s'est constitué pour travailler sur le sujet. Bonjour, merci également pour l'invitation. Élise, moi je suis responsable qualité au réseau Cities. Le réseau Cities, on fait de l'autopartage depuis plus de 20 ans. La particularité, c'est qu'on est un réseau, on n'est pas un groupe, donc on est vraiment au niveau national plus de 15 structures. Du coup, sur ces questions de DEI, c'est assez hétérogène. Il y a des bonnes pratiques, mais on n'est pas tous au même niveau, et c'est pas toujours évident de pouvoir impulser ça dans l'ensemble du réseau. Et pareillement, après, je pense qu'on aura l'occasion de parler, de donner des exemples ou des difficultés qu'on a rencontrées. Alors justement, d'abord, comment le sujet est arrivé dans votre structure? Comment les premiers pas ont été mis en œuvre, justement pour à la fois conscientiser, mais aussi avoir des choses très concrètes qui puissent se mettre en œuvre, encore une fois? Comme je disais, moi, donc j'ai sondé un peu mes collègues du réseau pour avoir des exemples un peu de partout, mais je peux parler de ce que je connais le mieux. Moi, je travaille en fait pour les services support, donc on n'a pas l'activité, nous, à proprement parler d'autopartage. On est vraiment sur services informatiques, compta, com, etc. Et comment la question est vraiment arrivée, je vais peut-être plus rebondir sur la question de la table ronde. En fait, est-ce que les COP, on est largués? Je dirais pas oui, mais pour moi, on est au même niveau qu'une entreprise classique sur ces questions-là.
Et c'est pas parce qu'on est une COP qu'on est forcément exemplaire sur ces questions. Voilà, pas plus qu'une autre entreprise, je pense. Donc comment ça arrivé chez nous l'année dernière, en tout cas là dans la structure où moi je suis, on a connu un changement de gouvernance et de direction. Et de fait, ça impulse une nouvelle vision, une remise en question aussi de notre gouvernance et de la gouvernance du réseau. Donc c'est des questions forcément qui arrivent. Et chez nous, ça arrive aussi par le biais de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, où c'est un pendant de cette politique qu'on essaie de travailler au niveau du réseau. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Il y a plein de choses qui sont faites, mais je pense qu'on formalise pas bien ce qu'on fait. On est plutôt dans le faire que dans... Enfin, tu disais tout à l'heure la culture d'entreprise, je pense qu'on est dedans. Et je disais, les coopératives, pour moi, sont au même niveau qu'une entreprise classique, mais on a quand même ce socle de valeurs qui nous porte. Et je pense que c'est ça qui nous différencie vraiment. Mais c'est pas parce qu'on est une coopérative qu'on est exemplaire. Voilà. Donc ça se travaille. Je pense que même qu'on a des leçons à tirer peut-être de grandes entreprises du secteur plus classique, libéral, sur ces questions-là. Je pense qu'il y a encore du travail. En tout cas, je parle pour notre réseau. On a encore des marges de progrès. Et pour Enercop ? Oui, du coup, nous, ça a commencé par une semaine de sensibilisation, donc, dont le thème était la diversité et inclusion, qui a été donc organisée par l'équipe RH et par le CSE, qui a déclenché un déclic chez certains salariés qui se sont auto-organisés et ont commencé à réfléchir sur le sujet. Et leur travail a pu être cadré, formalisé grâce à ce qu'on appelle chez Enercop les groupes projets. Donc c'est grâce à des accords qui ont été négociés entre les syndicats et la direction, donc des groupes de salariés autoconstitués dont on reconnaît le travail et le nombre d'heures passées sur ces travails-là. Et donc ça permet, donc, ces groupes projets aux salariés de travailler sur des sujets transverses à la coopérative qui soient autres que nos missions opérationnelles qu'on a par ailleurs. Et donc le groupe projet diversité inclusion est né grâce à ce cadre formalisé et grâce à la volonté des salariés de travailler sur le sujet. Et donc voilà, le groupe projet il a duré donc les conditions imposées par le CSE et l'équipe RH pour que ce groupe projet puisse naître, c'est qu'il faut qu'il y ait donc un début et une fin. Donc le groupe projet il a duré à peu près 1 an. Et donc avec des livrables bien définis dont je vous parlerai peut-être par ailleurs. Et il faut qu'il y ait un membre du CSE, un ou plusieurs membres du CSE qui soient présents dans le groupe projet pour l'animer, pour le cadrer, pour en parler en plénière CSE avec la direction, etc. Voilà, donc c'est un peu, donc ça fait à peu près 2 ans que le sujet est récurrent à Enercop. Et donc l'intention du groupe projet, c'était de faire un état des lieux de la diversité et de l'inclusion à Enercop et de lister tout un tas d'actions et de recommandations adressées à la direction, au CSE et aux équipes managériales d'Enercop pour démarrer une politique de diversité et inclusion proactive et la pérenniser. Voilà, donc là on en est là. Merci. Est-ce que, de ce que j'entends, ça rejoint peut-être aussi la manière de travailler dans l'opérationnalité des mises en place de politiques D&I sur les ERG? Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, tout à fait. On remarque qu'il y a énormément d'actions D&I qui émanent des salariés en fait, dans les entreprises. C'est pas uniquement... En fait, les actions D&I sont complémentaires des pratiques RH. La RH, elle est là pour garantir que la loi soit appliquée, que les pratiques qui sont inhérentes aux droits de chacun et chacune soient en place, etc. Après, les sujets D&I, souvent, ça vient des salariés. Alors, dans une entreprise... le nom anglais, l'anglicisme, enfin l'acronyme en anglais, c'est ERG, Employee Resource Group. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des groupes de salariés qui se réunissent sur une thématique précise ou transversale. Il y a des entreprises qui vont avoir un seul ERG pour toute l'entreprise qui va regrouper les thématiques liées au handicap, à l'égalité homme-femme, aux origines, aux sujets d'identité, de genre et d'orientation sexuelle, etc. Ou d'autres qui vont avoir des ERG très fragmentés, mais qui vont aussi souvent interagir et monter des événements ensemble.
Donc oui, c'est très important de noter que les salariés sont les premiers acteurs de ces sujets aussi parce qu'ils les vivent et qu'ils sont eux-mêmes le reflet de la diversité dans l'entreprise. Donc c'est très important. Et surtout, ce qu'on observe, c'est qu'ils vont avoir des idées peut-être plus novatrices, plus avancées que peut-être les RH, même si souvent ils font du bon travail, c'est pas le sujet, mais c'est important de dire que les salariés sont la force vive numéro 1 pour faire avancer ces sujets et pour sensibiliser, pour organiser des événements, des semaines. Tu parlais de la semaine de l'inclusion, c'est ça? C'est très récurrent en fait, ce genre de choses. Ça permet de toucher un maximum de gens. Et souvent, ces ERG, ils vivent aussi avec le soutien de l'entreprise, souvent des RH, qui leur allouent des budgets pour organiser tout un tas de choses pendant l'année. Mais voilà, c'est ce rôle des salariés. Et souvent, on a même avancé sur des créations d'ERG avec évidemment le concours des instances représentatives du personnel, les syndicats, parce que ça paraît complètement évident. Donc l'idée étant de tendre ensemble vers des environnements de travail qui soient beaucoup plus performants et beaucoup plus sains et bien plus inclusifs pour toutes et tous. Alors c'est une question que je pose à Marie, mais peut-être vous pouvez justement aussi, pour qu'on aille justement dans les freins, est-ce que les enjeux de politique de diversité, toi qui as peut-être une vision plus d'ensemble, est-ce que tu penses qu'ils sont les mêmes au sein des COP et au sein des entreprises plus conventionnelles, disons? Je pense que les enjeux sont les mêmes. Encore une fois, nous, l'Union syndicale solidaire, on est donc une union de syndicats. On n'est pas une entreprise, on n'est pas une COP, mais on se ressemble un petit peu en tout cas sur les ambitions qu'on peut avoir, et y compris justement sur ces valeurs. En tout cas, nous, à Solidaire, ça fait vraiment partie de notre ADN, même si j'aime pas forcément ce mot-là, mais nos valeurs, en tout cas, de se vouloir inclusif. Voilà, je l'ai pas dit forcément dans l'introduction, mais moi, par exemple, je suis en charge des questions effectivement féministes et de lutte LGBT au sein de l'Union syndicale solidaire. J'ai des camarades qui sont en charge des questions antiracistes, d'autres des questions validistes, pour porter tout ça dans les entreprises. Et ça n'empêche qu'on est obligé de porter un regard sur nous-mêmes aussi, parce qu'on est bien conscient et consciente que tout militant syndicaux qu'on puisse être, toute militante syndicale qu'on puisse être, on doit se former, on doit se questionner en permanence sur ces sujets-là. Et si on veut en particulier être fort quand on porte nos revendications dans les entreprises et si on veut être entendu, y compris par nos collègues, en particulier même par nos collègues, il faut qu'on se remette en cause en permanence. Donc je me dis que si ce raisonnement, on se l'applique à nous, Union syndicale solidaire, on doit se l'appliquer en fait partout, parce que personne ne peut se dire hors du temps et hors du monde qu'on a décrit un petit peu plus tôt. Voilà. Et donc nécessairement, ces questions-là, elles doivent nous traverser, on doit se remettre en cause en permanence. Et ces questions d'avoir des réflexions vraiment globales sur des politiques, sur la diversité, sur l'équité, sur l'inclusion, ça nous permet aussi de dépasser le questionnement individuel ou le traitement de situation individuelle, parce que ça, j'imagine que dans les COP, comme dans n'importe quelle entreprise, alors moi je viens d'un très grand groupe en plus, moi je suis postière, donc tous ces sujets-là, nous c'est un peu bullshit en fait, dans l'entreprise de laquelle je viens, mais et c'est en gros, c'est un petit peu ce que tu disais dans ton introduction, c'est pour avoir la médaille et pouvoir afficher sur le site et ratifier des chartes, parce que voilà, quand on est dans un groupe qui regroupe justement 300 000 personnes et qu'on fait ce que fait un groupe comme La Poste, c'est souvent pour mettre une médaille. Mais c'est le cas de plein d'autres boîtes comme la SNCF, comme plein de gros groupes. Par ailleurs. Et donc, l'avantage, entre guillemets, d'avoir ces discussions-là, en particulier, je pense, dans des structures plutôt à taille humaine, ou en tout cas dans laquelle il y a déjà un certain nombre de choses qui sont acquises en termes de volonté, en tout cas de tendre vers quelque chose qui soit beaucoup plus inclusif, c'est de sortir justement de la situation individuelle et de pouvoir prendre en charge les questions de manière beaucoup plus collective et du coup faire la prévention. Aujourd'hui, on est souvent, on se questionne quand on est amené à traiter des situations, et souvent, en tout cas nous, le point d'entrée à Solidaire, ça a souvent été malheureusement la question des violences sexistes et sexuelles.
Et on a trop attendu, sans doute, dans un certain nombre de nos structures, d'être confrontés à ces sujets-là pour les traiter. Et en fait, de se poser les questions en amont et donc de développer aussi toutes alors ça viendra sans doute avec les pistes, mais les questions de formation qui pour nous sont hyper importantes au sein de l'Union, permet justement d'anticiper ces sujets-là et de sortir du cas individuel et vraiment avoir une approche collective et une vision globale des choses. Pour nous, c'est assez essentiel. Julie, tu parlais d'un état des lieux donc, qui a été fait chez Enercop par votre groupe et vous avez listé des actions donc, en direction de la direction. Est-ce que vous avez rencontré des résistances internes et quelles ont été justement les difficultés que vous avez eues, si vous en avez eues, pour mettre en place, déjà pour adresser cette liste et ensuite pour mettre en place les actions qui sont contenues dans cette liste? Je pense qu'on n'a pas eu de résistance frontale vis-à-vis de notre projet, mais de notre travail. Mais je pense que c'est dur sur ce sujet-là de décider de passer du temps et de décider, parce qu'on a toujours l'impression que c'est pas prioritaire ou que on se dédouane de travailler sur ce sujet-là parce que notre structure est par ailleurs engagée sur la justice sociale et autres valeurs donc revendiquées par les coopératives. Et du coup, on a du mal à dédier du temps et des moyens à travailler là-dessus. Donc peut-être sur cet aspect-là, je dirais que c'est un peu une résistance à laquelle on a dû faire face. Mais il n'y a pas eu de résistance frontale, il n'y a pas eu de personnes qui se sont révoltées face à notre travail. Donc je ne sais plus quelle était la suite de ta question. Mais... non, c'était ça. Et Élise, de ton côté? Chez nous, c'est plus pareil. Je pense que dans la gouvernance collective dans laquelle on est, dans les coopératives, c'est quand même un terrain propice à ce genre de réflexion. Moi, les difficultés que je vois à notre niveau, je le disais au début, c'est plutôt qu'on ait un réseau, donc de pouvoir impulser ça chez chacun, d'autant que les structures ont des tailles différentes, donc je pense derrière, il y a quand même clairement une question très basique des moyens humains qu'on met là-dedans. Tu parlais des services RH, du CSE, des syndicats. Chez nous, il y a des toutes petites structures. On n'a pas de CSE, pas forcément de syndicats impliqués, donc c'est difficile. On a déjà le quotidien à gérer. En plus, effectivement, on a ce sentiment que comme on est une coopérative, de fait, on aborde ces questions sont pas forcément abordées parce qu'on pense que peut-être qu'on est déjà bien engagé là-dedans. Donc, je pense qu'un des gros freins chez nous, en tout cas, c'est les moyens qu'on peut mettre sur ces sujets-là. Mais voilà, on avance quand même, comme je le disais tout à l'heure. Et au niveau de notre réseau, on a un groupe de travail RSE qui a notamment fait un état des lieux aussi des pratiques. Alors RSE, c'est pas que la DEI, mais en tout cas, c'est un des aspects. Donc voilà, on essaye de travailler comme ça collectivement sur ces sujets et d'impulser ça au niveau de notre réseau. Et voilà. Mais le plus gros frein, je pense, c'est ça, c'est le temps et les moyens humains qu'on peut mettre quand on est des toutes petites coopératives ou des petites structures. C'est pas forcément évident. Loïc, du coup, sur la question des moyens et du temps passé, moyens humains, moyens financiers, j'imagine qu'il n'y a pas que dans les COP où c'est un enjeu, c'est aussi un arbitrage après, question politique, mais comment on répond à ces arguments-là? Ce que tu viens de décrire, en fait, on le rencontre aussi dans des très grands groupes, c'est-à-dire que quand je parlais des ERG tout à l'heure, un ERG, ça repose sur la volonté des salariés de s'impliquer au-delà de leur activité professionnelle à proprement parler. Donc c'est un engagement qui peut prendre du temps, des ressources, etc. Et donc parfois, on a du mal aussi à créer une dynamique parce que les gens sont occupés, ont une vie à côté, et c'est tout à fait compréhensible. Alors je note aussi que les grands absents des ERG, et notamment sur les sujets égalité hommes-femmes et diversité LGBTQ+, ce sont les hommes cisgenres, hétérosexuels. Sur les sujets de diversité en général, ce sont les grands absents. Des femmes hétéros, cis, alliées, les sujets LGBT par exemple, il y en a tout le temps, partout. Elles sont les premières à se retrousser les manches et à être aux côtés des personnes concernées pour faire avancer les choses. Les hommes, c'est un peu plus compliqué. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est pas complètement anodin de le mentionner. Alors, les moyens, effectivement,
plus la boîte est grosse, plus aussi elle est capable d'allouer des moyens pour financer des actions, des événements, payer des formations, parce qu'on peut aussi se reposer sur les budgets formation des entreprises pour... alors, je vais prendre quelques exemples, mais dans des boîtes avec lesquelles on travaille, on va former par exemple l'intégralité des managers sur les sujets des biais... alors je prends un exemple, biais inconscients et microagressions, sur les sujets liés au handicap. Là, on va lancer un gros projet avec un gros client dans pas très longtemps. On va toucher l'intégralité des managers. Ils seront obligés d'être là et d'assister à ces formations parce que c'est dans le cadre de ce qui leur est demandé. Donc ça, c'est des choses... voilà, on a le moyen. Moi, je suis très coercitif là-dessus. Il faut obliger les gens à se former, à sensibiliser sur ces sujets. On peut faire autant de tables rondes qu'on veut. On sera toujours entre nous et tous d'accord. Si à un moment, on ne va pas chercher les gens pour qui c'est pas naturel de parler de ces sujets, on ne va pas y arriver. Donc, et pour rebondir sur ce que vous disiez aussi, ça se passe au plus haut niveau de la boîte. Si le top management d'une entreprise n'est pas engagé et n'est pas convaincu du bien fondé de ces sujets, et ça n'avancera jamais. En fait, on peut se battre autant qu'on veut quand on est salarié ou même manager. Si au-dessus, ça ne débloque pas des budgets, ça ne s'engage pas, ça ne visibilise pas les actions de l'entreprise par sa voix, parce que un dirigeant, une dirigeante, c'est quand même souvent le plus visible ou la plus visible de sa boîte, donc c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a des dirigeants de très grandes entreprises, des gens très connus, qui vont être des vrais alliés et vraiment engagés. Alors, c'est pas le cas dans toutes les boîtes. En tout cas, quand c'est le cas, il faut le dire, parce que c'est important d'avoir ce soutien. Et effectivement, quand des budgets peuvent être alloués pour accélérer un petit peu les choses, malheureusement, j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais le fait d'avoir des fonds alloués spécifiquement à ces sujets permet quand même d'accélérer et de faire des choses très concrètes. Ça n'exempte pas, encore une fois, la formation, la sensibilisation, le côté vraiment pédagogique des choses. En fait, et il faut partir du principe aussi que tout le monde ne sait pas tout. Enfin, je veux dire, c'est très OK de ne pas être au niveau sur les sujets, de pas, parce que parfois on n'a pas été confronté à ces sujets dans sa vie perso ou pro. En revanche, la responsabilité de l'entreprise, c'est de pallier ça et de boucher un petit peu les trous et de proposer à ses collaborateurs et collaboratrices de se mettre au niveau sur ces sujets et à ses managers, bien évidemment, et ses dirigeants. Donc ça, c'est vraiment un truc dont on ne peut pas faire l'économie, je pense, aujourd'hui. Julie, tu veux réagir? Oui, je veux bien dire aussi, du coup tu posais la question de quels obstacles un peu, à quels obstacles on a dû faire face, pardon. Je pense à quelque chose qui est vachement ressorti. Donc nous, comment on a procédé, on a vraiment fait une grande campagne de consultation des salariés sur le sujet. Donc on les a interrogés sous différentes formes, soit via des questionnaires, soit via des ateliers interactifs, donc plus de vive voix. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est que, en tout cas chez Enercop, les profils recrutés étaient assez homogènes. On avait un peu le sentiment de tous se ressembler. Et du coup, les gens se posaient des questions là-dessus. Et du coup, une des résistances qu'on a identifiées, nous, salariés, c'est peut-être que les profils qu'on a recrutés sont peu concernés par un certain nombre de discriminations et donc ne se rendent pas compte de tous les enjeux qu'il y a derrière le travail sur la diversité et l'inclusion. Et du coup, l'enjeu des formations est hyper important et de la sensibilisation aussi sont hyper importants. Et voilà, un des obstacles qu'on a identifié, ça peut être ça aussi. Élise, je crois que vous avez un peu aussi le même sujet. Oui, l'enjeu sur le recrutement, c'est clair qu'il est... c'est même la base, je dirais, pour que l'entreprise soit vraiment dans l'inclusion et la diversité, ça passe par ses collaborateurs. Chez nous, en fait, c'est plus... c'est quelque chose qui est vraiment... Comme je disais, c'est pas forcément formalisé, mais on le porte. Par exemple, lors d'entretien, on va essayer justement de trouver des profils différents. Par exemple, je le disais, là, on a eu des changements au niveau de notre direction l'année dernière. Et à un moment donné, on a dû renouveler certains membres du comité de direction et embaucher 2 personnes. Et du coup, comme on avait eu des formations, en tout cas les personnes qui étaient encore là, on avait eu des formations alors c'était pas forcément spécifiquement sur la DEI, mais c'était sur un profil d'équipe, le fait qu'avec des profils différents, on est plus riche, etc. Donc volontairement, on a embauché des gens qui n'étaient pas du tout... Nous, on était encore 3, avec à peu près le même profil, exactement ce problème-là. Et on s'est dit, il faut qu'on se challenge et qu'on recrute d'autres profils. Donc volontairement, on l'a fait dans notre comité de direction. Et une autre difficulté qu'on a, mais je pense que ça dépend vraiment de la spécificité des métiers, mais je pense par exemple chez nous, en tout cas dans les coopératives
Il y a un métier de préparateur, donc les personnes qui s'occupent des véhicules, qui vont les laver, les entretenir, etc. C'est des profils très masculins. Pareil, chez moi, au service informatique, quand on cherche un développeur, je dis un développeur parce que malheureusement, dans la tech, il y a très très peu de femmes. Donc comment on fait aussi en fait avec la société dans laquelle on est. Donc même si on veut être inclusif et dans la parité, des fois on a des freins comme ça. Mais en tout cas, par exemple pour le poste de développeur ou développeuse, dès qu'il y a une candidature femme, il y en a très peu, on les reçoit systématiquement en entretien. Par exemple, c'est un exemple concret de s'astreindre à ça. Après, forcément, à côté de ça, là, c'est un métier très technique, donc il faut qu'il y ait quand même les compétences techniques. Mais en plus, comme on est des coopératives, au niveau des salaires, on est déjà dans le SS, forcément, c'est pas là où il y a les salaires les plus mirobolants. Donc on a déjà d'autres freins inhérents à notre statut, je vais dire. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça peut... on va pas forcément prendre la femme parce que c'est une femme. Mais il faut quand même après derrière que ça colle aux compétences qu'on recherche. Donc, mais on essaye quand même de s'appliquer ça et d'être inclusif lors de l'embauche. Marie, justement, sur la question spécifique du recrutement, est-ce que tu as des pistes de réflexion pour essayer d'améliorer les choses ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de solution, entre guillemets, qui colle à toutes les entreprises, parce que, tu viens de le dire juste à l'instant, en fait, il y a des métiers où on sait très bien qu'il y a des profils, l'informatique, désormais, ce sont des hommes, parce que pendant très longtemps, avant que ce soit des métiers rentables, en fait, c'était des femmes. Bon, c'est probablement qu'à un moment donné, quand l'IA fera un certain nombre de choses que les informaticiens font aujourd'hui, les informaticiens redeviendront des informaticiennes. Donc ouais, non, je suis pas sûre qu'il y ait une solution particulière, sauf à effectivement se dire, encore une fois, que c'est nécessaire et peu importe notre boîte d'être en capacité de faire sa propre autocritique, que l'entreprise entre guillemets soit, la COP en l'occurrence, ou nous les organisations syndicales, on se remette en question régulièrement. Et on pense vraiment que la question de la formation est hyper importante et qu'en fait c'est comme ça qu'on arrivera vraiment à faire bouger les choses. La formation, alors effectivement, des personnes qui sont en charge des questions de recrutement, donc arriver à prendre conscience que, effectivement, encore une fois, on n'est pas hors du monde, on n'est pas hors de la société, et que même quand on est RH dans une COP avec un certain nombre de valeurs, et en particulier sur les questions égalité et inclusivité, pour autant, on a nos biais. Et qu'il faut en prendre conscience et du coup être en capacité de se remettre en cause systématiquement et en question, et ça s'apprend grâce aux formations et ça s'apprend aussi grâce à l'éducation. Donc en fait ce qu'on va aujourd'hui nous porter en tant que militants et militantes syndicales, c'est aussi que effectivement dans le système scolaire, dès le système scolaire, il y ait ces choses-là qui soient vraiment posées et que ce soit vraiment de manière large, que ce soit l'ensemble des discriminations qui soient traitées. Nous, on a un peu fonctionné en silo aussi à Solidaire pendant longtemps, c'est-à-dire que chaque, entre guillemets, commission, parce qu'on fonctionne avec des commissions, s'occupait de sa discrimination. Donc on bossait sur les formations féministes, on bossait sur les discriminations LGBTQ+, on bossait sur les discriminations racistes, validistes beaucoup plus récemment. Et là, on s'est posé, on s'est dit, en fait, non, le sujet il est vraiment transversal, et donc il faut qu'on s'en empare à tous les niveaux de l'Union. Et donc on est en train de développer une formation qui traitera justement des discriminations, pour ensuite aller vers quelque chose de plus spécialisé. Mais donc, voilà, en termes de... Alors que ce soit de recrutement, mais après, plus globalement, de promotion aussi, parce que le recrutement est une chose, mais en fait, une fois qu'on est recruté, si on stagne, c'est aussi un problème. Et donc, c'est pour ça, voilà, une des réponses, je pense, même si c'est pas une formule magique qui va marcher partout, mais la question de la formation, c'est vraiment indispensable. Justement, tu évoquais, Loïc, tout à l'heure, le fait d'obliger les gens. Alors du coup, c'est plutôt une question qui est tournée vers les COP, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une question de culture aussi. Ça se confronte peut-être à une question de culture où il y a une démocratie une gouvernance plus horizontale. Est-ce que un dispositif comme ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est fait déjà dans vos structures? Et par ailleurs, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place sur la question de la formation dans vos structures? Oui, forcément,
la gouvernance d'une coopérative fait que, de fait, en plus là, on est deux SIC, on est des SIC. Du coup, il y a forcément les salariés sont représentés au conseil d'administration. On a déjà une gouvernance. Tu parlais tout à l'heure, il faut que ça vienne d'en haut. On a, je pense, cette chance-là dans les coopératives qu'on est déjà représentatif de différents partenaires. On a les salariés, la direction, les financeurs, les partenaires extérieurs. Donc, c'est déjà très diversifié au niveau du conseil d'administration. Et après, derrière, là je parle de ce que je connais, mais je sais que c'est partagé par mes collègues dans tout le réseau, c'est vraiment d'impliquer les salariés dans toutes les décisions, en fait. Par exemple, quand on a revu nos axes stratégiques au niveau du réseau et de toutes les structures du réseau Cities, on a vraiment impliqué les salariés. On a eu une réunion avec les salariés volontaires qui ont pu, donc que ce soit des développeurs, graphistes, enfin tout le monde a été convié pour les personnes volontaires à participer pour travailler sur les axes stratégiques de notre entreprise. En fait, c'est au quotidien, pareil, les réunions. Encore la semaine dernière, on a eu une super réunion d'équipe où c'était un binôme de salariés qui nous a animé des ateliers. On essaye vraiment, on essaye d'avoir une culture d'entreprise, mais qui se vit en fait au quotidien, et un climat qui fait peut-être que des personnes issues de minorités vont se sentir à l'aise. Et sans forcément du coup avoir cette petite médaille, tu disais tout à l'heure, de la DEI, mais j'ai un collègue qui m'a dit, moi en fait je suis là parce que j'ose dire que je suis gay et ça me pose aucun problème parce qu'ici je me sens bien. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, mais le fait de vivre vraiment ce côté très collectif et démocratique des coopératives, c'est quand même un terrain très favorable pour nourrir tout ça en fait, et pour être plus ouvert et voilà, que ça se ressente dans le quotidien. Maintenant, je trouve qu'un risque aussi, c'est que demain la direction change, ou alors il y aura toujours ce principe d'une personne égale une voix, donc on est peut-être plus à l'abri entre guillemets, je vais à l'extrême, mais si demain il y a un directeur qui change, qui est complètement tyrannique et qui est trumpiste dans une coopérative, ça serait problématique, mais je pense qu'on a quand même ce petit garde-fou qui fait qu'on est de toute façon de fait par notre gouvernance dans du collectif, et on est peut-être plus à l'abri, on va dire, même si c'est pas le cas. Mais je trouve du coup que c'est important. Une des réflexions qu'on a, par exemple, ça serait, est-ce qu'on n'inscrirait pas ces principes de DEI dans nos statuts de SIC? Ça peut être des choses à réfléchir, de vraiment que ce soit inscrit et que demain la direction change, mais le cœur de l'entreprise reste le même et la philosophie reste la même, les valeurs restent la même. On a bien nos valeurs et plein d'autres choses dans les statuts, donc pourquoi pas élargir à ces questions-là? Moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et je rajoute, du coup à Enercop on promeut vachement l'intelligence collective, et du coup c'est plus une déclinaison plus opérationnelle, quoi. Donc comment est-ce qu'on va gérer les réunions par exemple pour s'assurer que chaque personne, peu importe qui il ou elle est, a par exemple le même temps de parole ou a le même poids dans le sujet qui est abordé. Et du coup, ce qu'on a identifié au sein du GP, c'est que tous les process d'intelligence collective qu'on essaie de mettre en place au quotidien à Enercop, la posture qu'on a dans ces process-là joue en faveur de la diversité, des politiques de diversité et d'inclusion. Et alors, du coup, concrètement, chez Enercop, comment vous avez, pour mettre en place les actions que vous avez listées, est-ce qu'il y a eu une priorisation dans les chantiers que vous avez engagés? Est-ce que c'était par thématique, par moyen d'action? Oui, donc on a vraiment listé tout un tas d'actions qu'on a effectivement catégorisées. Donc il y avait évidemment un gros focus sur le recrutement parce que c'est sur la diversité qu'on avait l'impression que ça pêchait en un. Mais on a aussi décliné des actions sur le management, la gestion des carrières et la gouvernance partagée, donc on promeut à Enercop, sur la vie d'entreprise, la culture d'entreprise et les normes un peu implicites de la boîte, et un peu des actions plus stratégiques diversité-inclusion qui permettraient donc de pérenniser toutes ces petites actions qu'on a listées, dont par exemple désigner des référents diversité-inclusion qui sont en charge de faire vivre et de s'assurer que sont traitées ces questions-là un peu en continu de la vie de la coopérative, quoi.
Et après, oui, dans le rapport, on les a priorisés. En fait, cette liste d'actions, elle n'est pas issue de notre chapeau. On s'est un peu formé quand même pour pouvoir proposer celles qui nous semblaient être prioritaires. Et on a aussi donc beaucoup consulté les salariés. Et c'est beaucoup de la part des salariés que sont venues toutes ces idées et qu'on a classées parce qu'elles semblaient plus importantes pour eux. Voilà. Et alors justement, la place des salariés est hyper importante dans ce que tu dis. Est-ce que c'est tous les salariés ? Est-ce que c'est uniquement celles et ceux qui sont concernés par ces thématiques-là, et les personnes concernées dans ces thématiques-là, justement, par extension, comment elles sont impliquées dans la construction de cette politique ? Ouais, ça a été une question parce que, notamment juste pour constituer le groupe de salariés qui allait travailler là-dessus, on s'est posé la question de comment on constitue ce groupe. Et nous, on a décidé de se reposer sur le volontariat parce qu'on ne voulait pas cibler des gens en particulier, parce qu'on trouvait que ça pouvait être stigmatisant et qu'on ne voulait pas forcer la main à des gens qui n'avaient pas forcément envie de s'impliquer. Mais effectivement, ça a été une question. Et après, par contre, on s'est dit, donc, dans notre manière de faire, dans notre méthodologie, donc si on accepte que ce soit les volontaires qui travaillent là-dessus, il faut vraiment mettre de l'énergie à fond sur consulter les salariés, quoi. Et donc faire en sorte de brasser le plus possible de gens dans les questions qu'on va pouvoir poser aux salariés de la COP et dans les ateliers qu'on va pouvoir faire. Mais oui, effectivement, c'est toujours une question comment ça... Et en même temps, la diversité, ça regroupe tout un tas de caractéristiques, donc on peut pas trop... ce serait réducteur de cibler des gens parce qu'on a l'impression que c'est les bonnes personnes pour répondre aux questions. Et bref, je sais plus. En gros, oui, ça reste une question. Est-ce qu'on est sûr de brasser vraiment toute la diversité et il y a des gens qui sont peut-être moins volontaires que d'autres à répondre aux questions, mais j'ai pas de solution miracle, mais ça a été une question effectivement. Marie, est-ce que tu veux rebondir là-dessus, sur la question de comment impliquer les travailleurs et les travailleuses justement dans les plus concernés ? Ouais. Alors après, nous, encore une fois, c'est une réponse de syndicalisme, mais forcément, on se la pose aussi parce que on veut pas non plus, nous, en tant qu'organisation syndicale, parler à la place des gens. En plus, voilà. Après, ça dépend sans doute de la construction et de l'histoire de l'organisation, mais nous, on se voit vraiment comme un outil au service des travailleurs et des travailleuses, et non pas une organisation qui va penser et agir à leur place, très attachée aux valeurs d'auto-organisation et d'autogestion que vous avez évoquées, sans forcément dire le mot, mais en tout cas, voilà, c'est des valeurs qu'on partage réellement. Et donc, comment on fait pour effectivement ne pas faire à la place ou ne pas parler à la place il faut arriver effectivement à les concerner, et c'est là où c'est pas forcément évident. Alors nous, on essaye de mener, on va dire, on parle de campagne souvent dans les organisations syndicales, mais effectivement de produire du matériel en fait qui permette aux collègues, aux travailleurs et aux travailleuses de s'emparer finalement de ces questions-là. J'évoquais les questions de lutte contre le racisme. Là, donc, les collègues qui sont en charge de ces sujets-là au sein de l'Union ont produit récemment une campagne avec un quiz qui est mis à disposition donc, de l'ensemble des syndicats et des fédérations qui composent l'Union syndicale solidaire, qui peut être diffusé du coup aux travailleurs et aux travailleuses, qui permettent de se questionner sur ces sujets-là. Et donc c'est une façon pour nous, bien évidemment, de poser cette thématique-là dans l'entreprise et dans les associations et dans les administrations, parce que voilà, on a un champ de syndicalisation qui est forcément très large, puisqu'on parle à l'interpro vraiment au sens large du terme. Et c'est aussi une façon de dire aux personnes qui sont potentiellement concernées par les questions par les discriminations, même si je suis assez d'accord pour dire qu'en fait on est toutes et tous concernés, parce que même si on ne vit pas la discrimination, on vit peut-être à côté de quelqu'un, on travaille certainement à côté de quelqu'un qui, elle ou lui, la vit. Mais voilà, c'est une façon en tout cas pour nous de nous placer, nous positionner en tant que, on va dire, organisation qui est en capacité de comprendre et d'agir sur ces sujets-là, et donc en gros de dire, voilà, la prochaine section syndicale que vous voulez monter dans votre COP, elle sera solidaire, quoi. Vous avez été plusieurs à parler de médailles et de labels, etc. Alors justement, comment est-ce que, peut-être Loïc, tu peux nous en parler, comment est-ce qu'on évite que ce soit juste de la com, et aussi, surtout, comment on arrive à mesurer
l'impact et surtout l'efficacité de politiques D&I. Alors, oui, on parlait de chartes, de médailles, etc. Ça, les chartes, par exemple, ça n'engage que ceux qui y croient. Sur le sujet LGBTQ+, il existe une charte qui fait référence et autorité et qui est très bien. Franchement, je ne vais pas la dénigrer, loin de là. Néanmoins, elle ne peut pas être l'unique outil mis en avant par une entreprise pour dire « Regardez, on s'intéresse à ces sujets ». Évidemment, parce que signer une charte, alors ça nécessite de remplir quelques critères, mais c'est pas suffisant. Évidemment, derrière, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour déjà faire vivre cette charte, faire vivre vos engagements, parce que en fait, signer une charte, c'est s'engager à travailler durablement et de manière approfondie sur les sujets. Bon, voilà. Derrière, il y a évidemment, on en a parlé en formation, des actions concrètes, des actions qui ont de l'impact, et mesurer cet impact derrière. Alors, il y a plein de manières de le faire. On peut faire évaluer sa société, son entreprise, son organisation par un cabinet externe. Alors, ça coûte un peu d'argent, donc toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre, mais il existe des choses très sérieuses qui permettent d'avoir une vraie mesure de l'impact des actions sur les collaborateurs et collaboratrices. Donc, c'est une première, voilà. Et également je dirais, en fait, vraiment être à l'écoute de ses salariés. Quand on ne le fait pas en externe, en fait, en interne, voir comment concrètement les gens se positionnent. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Évidemment, on ne peut pas compter que sur les personnes concernées pour s'emparer des sujets. Ça serait super que ça soit le cas. On a besoin d'alliés, évidemment, mais aussi parce que pour une grande partie des personnes concernées par les sujets, elles ne sont pas en capacité de le dire. Alors, toutes les diversités ne se voient pas. Par exemple, je vais prendre sur le sujet du handicap ou de l'orientation sexuelle. Sur le handicap, il y a à peu près en gros un tiers des actifs qui est concerné par un handicap au travail. Donc c'est à peu près 10 millions de personnes. Il n'y en a que 2,9 millions qui ont déclaré leur handicap à leur entreprise. Donc pour vous donner une idée du delta, c'est parce que pour beaucoup, la perception, ça va être qu'on a plus à y perdre à dire qu'on est porteur ou porteuse d'un handicap, visible ou non, que de le cacher. Sur le sujet de l'orientation affective, vu l'environnement mondial actuel et la réaction de certaines entreprises aux dingueries qu'on entend depuis le mois de janvier et qui existaient bien évidemment avant, on voit un impact réel. Là, on a publié une étude au mois de juin. C'est la première fois depuis qu'on fait cette étude qu'on observe une diminution sur la part des personnes LGBTQ+, qui sont out au travail, qui sont visibles sur le lieu de travail. Là, on est à 48% seulement des personnes LGBT qui sont visibles sur le lieu de travail. Et on était à 54% il y a 3 ans. Donc c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que le contexte se contracte, c'est plus difficile, on est plus en risque, si je prends l'exemple des personnes LGBTQ+, d'être visible. Donc on va se cacher en fait. Et donc ce point-là, il est important aussi. Alors de mesurer, alors on n'a pas le droit de faire de stats sur l'orientation, etc. dans les entreprises, bien évidemment, mais on le voit en fait quand une entreprise une parole externe qui va pas aller dans le sens de davantage de diversité, davantage d'inclusion, en fait les gens vont se planquer. Enfin, on voit sur cette étude aussi, on a un chiffre moi, qui m'a vachement interpellé. En 3 ans aussi, on a augmenté de 13 points sur la question l'orientation sexuelle est un sujet personnel, il ne doit pas être partagé au travail. Et ça, c'est les personnes LGBTQ+, qui répondent ça. Donc ça veut dire qu'il y a un sentiment qui a été de plus en plus intériorisé que en fait, je vais peut-être me planquer, c'est peut-être mieux pour moi de ne pas dire qui je suis et donc de passer, parce que les conséquences, elles sont nombreuses. Hein. Quand vous êtes une personne LGBTQ+, et que vous vous cachez sur votre lieu de travail, déjà, il y a tous les enjeux de performance, mais on les met un peu de côté. Il y a tous les droits à côté desquels vous passez. Si vous êtes en couple et que vous décidez de vous marier avec votre conjoint ou votre conjointe, si vous ne le dites pas à votre entreprise parce que vous ne voulez pas dévoiler votre orientation, vous passez à côté 2 jours de congé, d'avantages sociaux, pareil sur les parentalités. Aujourd'hui, alors, de plus en plus de grandes entreprises, heureusement, mettent en place des pratiques autour des parentalités qui sont inclusives de tous les types de parentalité. Voilà. Mais vous passez à côté de beaucoup de choses sur la mutuelle, par exemple, si vous ne déclarez pas votre conjointe ou votre conjoint sur votre mutuelle. Enfin, c'est des choses très, très concrètes, en fait. Donc, j'ai fait un petit détour par rapport à la mesure, mais oui, c'est bien de lancer des actions et de se mettre en avant comme une entreprise
qui avance sur les sujets d'inclusion avant d'être une entreprise inclusive, mais encore faut-il que derrière l'environnement que vous créez dans votre entreprise soit propice à ce que chacune puisse être soi-même sur le lieu de travail. Donc ça, c'est encore le grand enjeu, je pense, sur lequel on doit tous avancer, c'est que les environnements soient réellement inclusifs. Pardon, je fais encore un tout petit détour, mais qui sera très parlant. Ça fait 2 ans que j'interviens auprès de la Ligue nationale de rugby. On sensibilise l'intégralité des clubs professionnels français. Donc on se dit, le rugby, franchement, super valeur, les bons gars, la solidarité, la convivialité, formidable. Bon, j'ai jamais entendu autant de paroles racistes et homophobes dans ma vie, parce qu'on les accompagne sur les sujets de racisme et d'homophobie qui sont les 2 points les plus urgents, on va dire. Il y en a bien d'autres. Mais c'est pas compliqué. On me dit dans les équipes de rugby, déjà, pourquoi vous venez nous emmerder avec ça? Il n'y a pas d'homosexuels dans le rugby français. Ah non, il n'y en a pas qui sont visibles, ça je vous confirme, il y en a 0 sur les 1500 joueurs qui existent aujourd'hui. En revanche, dans toutes les équipes, il y a des joueurs homosexuels. Mais il est impossible, le fond du sujet est là, pourquoi il n'y a pas de joueurs ouvertement homosexuels dans le rugby français? Parce que l'environnement du rugby français n'est pas propice à ce qu'un joueur homosexuel soit out. C'est impossible. Quand on entend, alors j'ai un florilège malheureusement très large, qu'il faut brûler les homosexuels, que les homosexuels n'ont rien à faire dans le rugby, que ça n'existe pas dans le rugby, en fait là, le premier truc c'est ça. En fait, une personne concernée, elle va pas dire « Ah, au fait, moi, les gars, si, en fait. » non, parce qu'elle va être exclue de l'équipe d'une manière tangible ou non. Et bon, il y a toute la question des vestiaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, voilà, si derrière, on ne crée pas un environnement qui est propice, et la seule équipe où je n'ai pas entendu un seul propos homophobe, c'est la seule équipe où il y a eu un joueur out en activité. Aujourd'hui, il ne joue plus en pro, il est retraité. C'est Jérémy Clamier-Drouux qui jouait à Rouen. Jérémy, il est noir et homosexuel, donc il a fait face à au moins deux types de discrimination dans son sport. C'est la seule équipe où on n'a pas entendu un propos raciste ou homophobe sur 30. Parce que l'environnement avait été évidemment confronté à ces sujets et s'était rendu compte que globalement pas trop de menaces d'avoir un joueur. Voilà. Bon, bref, pardon, c'était un petit aparté, mais c'est pour dire que vraiment l'environnement et ce qu'on va créer en termes de valeurs et la faute, elle revient aussi aux dirigeants des clubs, aux présidents des clubs, aux entraîneurs, à tout le staff. C'est pas que les joueurs. Les joueurs, ils ont leur part, mais tout l'environnement. Si on ne crée pas un environnement qui soit propice à ce qu'un mec gay qui joue au rugby puisse être lui-même, on peut faire des formations pendant encore 10 ans, rien n'avancera. D'ailleurs, rien n'avance, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais ça rejoint justement aussi un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que sur la question des COP, on va s'imaginer, ce que je disais en introduction, on va s'imaginer que là, pour le coup, on est dans un environnement propice, alors que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que justement, peut-être Julie, dans l'état de lieu que vous avez fait, est-ce que vous avez eu des retours de ce type qui vous ont conduit à du coup mettre en place des actions? Et puis alors du coup je prolonge je reviens sur le début de ma question de tout à l'heure sur la question de la mesure de vos actions. On a plutôt eu on n'a pas eu de témoignages vraiment très spécifique sur ce sujet-là, mais on a décelé un sentiment en gros, donc un peu de conflit de valeurs. Donc les salariés disaient c'est fou que la coopérative affiche autant, revendique autant travailler pour la justice sociale, mais qu'en interne on n'est pas trop sûr que, on n'est pas hyper proactif sur travailler sur la diversité et l'inclusion, quoi. Bon, je réponds un peu à côté, mais, mais voilà. Et après, sur la mesure de nos actions, non, en fait, c'est un chantier qu'on a identifié. Donc, ça fait partie de la liste des actions qu'on a partagées. C'est comment on mesure la diversité et l'inclusion et notre avancée sur le sujet. En fait, on est confronté très vite aux limites légales, mais ça n'empêche que, nous, on s'est dit que c'était quand même ça valait quand même la peine soit de se faire accompagner sur le sujet, soit d'y réfléchir pour savoir, juste pour savoir à quel point on avance vers nos objectifs, quoi. Travailler dans le vide, c'est pas forcément, c'est pas très pertinent, quoi. Je reviens juste rapidement, Élise, peut-être sur les actions mises en place, parce qu'en fait on les a balayées rapidement, mais est-ce que tu as d'autres actions, d'autres champs sur lesquels
Cities a mis en place un chantier de ce type. Alors je sais que ta structure est très diverse, mais justement c'est ça aussi qui peut être intéressant. Oui, après, de manière générale, quand même, en tout cas tous ceux que j'ai interrogés, je parle plutôt sur le champ là, du handicap ou de l'insertion. C'est vrai qu'il y a d'autres difficultés sur ce sujet-là. C'est tout l'encadrement de ces personnes qui parfois ont besoin de plus d'encadrement, de plus de moyens humains qu'on n'a pas forcément. Donc c'est quelque chose vers lequel on tend, mais du coup, quand c'est pas possible pour certains métiers ou d'avoir assez d'encadrement pour ces profils-là, on passe par des prestataires en fait, qui font ça. Donc on va privilégier le travail avec des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion, sur certains types de métiers. Ça peut même, des métiers où il y a un fort turnover, ça peut être un bon partenariat avec les entreprises d'insertion aussi pour aider au réemploi derrière des personnes. Pour les personnes en situation de handicap, pareil, c'est peut-être une solution de travailler avec des entreprises adaptées qui, elles, ont la structure derrière pour cadrer et pour suivre ces personnes à besoins particuliers. Donc on est pas mal là-dessus en fait sur plusieurs types de métiers. Ça peut être des métiers de la gestion administrative simple. Je prends l'exemple, je sais que chez une des coopératives, une personne qui a un handicap mais qui peut quand même du coup gérer la gestion des contraventions, parce que quand nos utilisateurs ont une contravention, les voitures sont à nos noms, donc les contraventions arrivent chez nous. Et après, il y a tout un travail de saisie et de retrouver le conducteur, saisie sur la plateforme nationale. Donc c'est identifier les types de tâches qu'on peut donner à des personnes en fonction de leur handicap. Et voilà, privilégier les partenariats externes, en fait, je pense que c'est important aussi. Et que ce soit nos partenaires ou nos fournisseurs, on va toujours privilégier déjà des partenaires de l'ESS, mais encore plus, voilà, je le disais, des entreprises adaptées ou dans l'insertion pour pouvoir justement être dans cette diversité qu'on peut peut-être pas apporter nous de par notre structure en fait ou notre petite taille. Voilà, je trouve un angle intéressant aussi à développer pour les coopératives. On le disait au début, il y en a qui n'ont pas forcément de syndicat ou de CSE, mais voilà, il y a des petites choses qui peuvent être faites comme ça pour faire avancer les choses aussi. Alors ça rejoint une question, mais alors ça va être une question avant de passer la parole à la salle si vous avez éventuellement des remarques ou des questions. C'est une question qui peut s'adresser à vous toutes et tous, mais justement, qu'est-ce qui, selon vous, peut être à la portée de toutes les COP et comment le mettre en place justement pour des COP qui voudraient s'y mettre, ou en tout cas des personnes à l'intérieur des COP qui voudraient s'y mettre? J'ai le micro. Moi, l'idée qui me vient, c'est, on l'a dit, je ne sais pas combien de fois, mais c'est la formation. Je pense que ça, c'est à portée de tout le monde et c'est la base, quoi. Et de là, on peut après décliner en fonction de nos moyens aussi ce qu'on peut mettre en place, quoi. Alors, juste réagis sur la formation. Est-ce qu'il n'y a pas un coût? Combien ça peut coûter, justement? Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques, des enjeux? On parlait tout à l'heure des freins qui étaient potentiellement économiques. Est-ce que... Je pense qu'on a tous un plan de formation quand même, malgré la taille de nos structures. Et si c'est vraiment une volonté qui émane de la coopérative, ça peut, je pense, même avec les OPCO, voilà, il y a toujours des possibilités de financement. On fait quand même des formations sur d'autres sujets, donc pourquoi pas sur ça. Donc je pense que sur ça, ça peut... Forcément, il y a un frein financier, mais qui est le même que pour une autre formation. Enfin, je pense qu'avec les plans de formation, les OPCO, c'est faisable. Okay. Marie? Et juste sur les formations, effectivement, les organisations syndicales dispensent aussi des formations à leurs adhérents et adhérentes en particulier. Et ça, elles le font gratuitement pour leurs adhérentes et adhérents. Les seules personnes qu'on facture, c'est les entreprises et quand elles ont beaucoup d'argent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à taper aussi sur ce clou-là, il est intéressant. Non, et après, tu m'y as fait penser un petit peu tout à l'heure quand tu parlais de dire vous alliez probablement vous engager aussi à travers vos statuts. Je pense que ça, c'est aussi un message qui est hyper fort. Alors, encore une fois, ça dépend quelle est la taille de la structure de la COP, mais nous, on l'a fait aussi au sein de l'Union syndicale solidaire, enfin, en tout cas, voilà,
bien évidemment que dans nos statuts, on rappelle, outre les questions administratives, mais qu'est-ce qu'on porte aussi, et donc nos ambitions de transformation sociale, elles sont clairement inscrites dans nos statuts, et lors de notre dernier congrès, on a aussi fait le choix, depuis notre création, on a 2 co-délégués. Pour l'Union syndicale solidaire, on n'a jamais voulu être représenté par une seule personne. Donc on a toujours eu 2 co-délégués, on a toujours eu un homme et une femme. Et à notre dernier congrès, on a fait le choix de dire qu'on aurait 2 personnes et à minima une femme pour aussi dépasser les questions de genre et de personnes qui pourraient éventuellement ne pas se reconnaître dans un genre particulier qui leur a été assigné à leur naissance. Donc voilà, c'est assez symbolique, mais pour nous, c'était très important de le faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 co-délégués femmes. Et pour le coup, voilà, on est assez fiers de cette spécificité à Solidaire. Et aussi en termes en tout cas, nous, c'est ce qu'on enseigne dans les formations qu'on dispense. On enseigne, en tout cas, qu'on transmet en termes de connaissances dans les formations qu'on anime. C'est d'avoir, alors pas forcément des accords, mais en tout cas de s'engager formellement sur des mesures concrètes qu'on peut prendre justement pour la diversité et pour l'inclusion dans les entreprises, en se donnant des objectifs concrets qui soient chiffrés et qu'il y ait des échéances sur lesquelles on revienne faire des bilans régulièrement. C'est une façon d'avancer sans parler forcément de mesures coercitives, parce que ça, on va le parler plutôt pour les grosses boîtes capitalistes, de dire voilà, si à telle échéance vous n'avez pas fait, ça va vous coûter de l'argent, mais et aussi par rapport un petit peu à ce qui a pu être évoqué sur le fait de pouvoir d'une certaine manière libérer aussi la parole et surtout libérer les oreilles, mais ça c'est encore un autre débat, mais sur d'avoir en interne des dispositifs de signalement et d'écoute de personnes qui seraient victimes de discrimination. Ça, c'est des choses qui ne demandent pas des moyens financiers énormes, sauf à externaliser ce sujet-là, mais d'avoir en interne une plateforme anonyme ou pas sur laquelle on puisse signaler et que ça puisse être traité. Voilà, je le disais, nous on parlait du dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qu'on a mis en place en interne. Ça nous a coûté la création d'une adresse mail. Voilà, donc c'est a priori à la portée de toutes les bourses. Julie ou Loïc? Oui, pour les formations, il existe en plus, je pense, des associations qui adaptent le budget à des structures qui n'auraient pas un budget faramineux pour ces formations-là. Donc je pense qu'on peut trouver des solutions sur cet aspect-là. Et après, nous, à Enercop, en gros, ce que je dirais, c'est sacraliser les heures des salariés qui souhaiteraient travailler là-dessus, quoi. Du coup, à Enercop, nous, on a eu cette chance et c'est quand même c'est assez exceptionnel et c'est précieux. Du coup, voilà, et après, peut-être accepter que ça prend du temps, mais faire en sorte que ce soit un sujet qui soit traité de manière pérenne, quoi. Même s'il n'y a pas de révolution du jour au lendemain, faire en sorte que ce soit traité un peu sur la vie quotidienne de la coopérative ou de la structure. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans la salle sur ces questions, des personnes qui ont justement... Alors, il y a une main qui se lève. Dans la société capitaliste dans laquelle j'étais. Et il existe des ressources, je pense, celui que tu parlais de l'autre cercle, quand tu parlais de charte LGBT, il y a la FMD, l'Association française des managers de la diversité, qui ont des ressources, qui ont plein de formations, qui ont pour la Poste est membre de la FMD. Est-ce que Enercop, est-ce que Cities, est-ce que d'autres COP se sont rapprochés de ces associations-là pour traiter avec elles ces sujets-là qui, de fait, ont déjà été traités, donc ça permettrait peut-être d'aller plus vite et de rassembler les forces. Et pour en revenir à la question de la journée, si l'entreprise n'est pas politique, à mon sens, elle se doit de l'être. Donc est-ce que les coopératives n'ont pas intérêt justement à aller chercher la FMD, l'autre cercle, toutes ces associations qui parlent de diversité et d'inclusion, pour venir porter les valeurs de la coopérative au sein de ces institutions qui portent ce sujet d'égalité, d'équité. Voilà. À ma connaissance, non, on ne s'est pas rapproché de ce type d'association, mais je trouve que c'est une super idée. On est dans la coopération aussi, et
J'y pensais tout à l'heure, même voilà, avec les syndicats ou entre coopératives, c'est aussi échanger sur ces sujets avec des personnes qui ont déjà plus d'expérience ou même des sociétés peut-être capitalistes, mais qui font pas forcément que des choses mauvaises. Donc ouais, je trouve que c'est une super idée. Oui, moi aussi. Oui, nous, on s'est rapproché de l'autre cercle, mais plutôt sur dans les semaines, enfin pour de la sensibilisation, quoi. Donc plus sur les semaines thématiques, pas pour se faire accompagner sur la politique diversité et inclusion. On n'en est qu'à la phase de sensibilisation pour l'instant. Si, oui. Je réponds oui à la deuxième question. Comment ne pas répondre oui? Bah oui, oui. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a, enfin, on l'a dit tout à l'heure à d'autres tables rondes, on n'a pas plus de moyens qu'une entreprise classique. Ou, voilà, on a déjà tellement de contraintes, j'ai l'impression, par le statut de coopérative. Donc oui, clairement, je trouve que les coopératives doivent porter ce sujet. Mais concrètement, au quotidien, c'est pas évident, quoi, parce qu'on n'a pas autant de moyens que des grosses boîtes. Juste, s'il y a d'autres questions, mais juste sur la question des ressources, est-ce que Loïc, tu as peut-être des idées, je te prends de court, désolé, justement, ou même, enfin, tout le monde, hein, est-ce que vous avez des idées de ressources, des contacts, etc., pour que éventuellement, s'il y a des personnes dans la salle qui veulent, au-delà de contacter Tu Connect pour se faire accompagner, évidemment, mais justement pour engager ces questions-là? Bon, bah, sans surprise, les organisations syndicales, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas, Solidaire, la FSU, la CGT, la CFDT est aussi plutôt en pointe sur ces sujets-là. Donc bien évidemment, les organisations syndicales, et peu importe la taille de la structure, parce que en fait, on syndique y compris dans des toutes petites entreprises et dans des assos où ils sont 4 ou 5 aussi, donc ça correspond complètement à la maille probablement de certaines COP. Donc ouais, et alors nous on travaille beaucoup avec le défenseur ou la défenseuse des droits, qui est une super ressource et de super alliés sur les questions justement de lutte contre les discriminations. Et alors le site en lui-même est une ressource, et puis il y a souvent des conférences, des réunions qui sont organisées, et donc défenseur des droits, enfin voilà, c'est une bonne ressource en tout cas pour nous. Donc, outre Tu Connect, effectivement, qui peut accompagner tout type d'organisation, quelle que soit sa taille. Voilà. Non, bien, on en a cité, monsieur a cité l'autre cercle, qui effectivement, c'est la charte et qui font d'autres choses. La charte, elle a un coût aussi. C'est pas gratuit de signer une charte, mais c'est aussi adapté à certains. Voilà. Après, il y a d'excellentes, on va dire, des structures beaucoup plus petites, indépendantes, qui vont travailler spécifiquement sur des sujets. Nous, par exemple, hier, mon équipe, on s'est fait former sur des questions liées au handicap par une autre boîte, parce qu'on n'était pas des experts du tout dessus. On n'est pas des experts dessus du tout, mais on a besoin de travailler dessus. Donc là, pendant on a plusieurs sessions, on a cherché des gens qui étaient spécialisés là-dessus et qui peuvent nous dispenser une formation pour qu'on puisse, nous, derrière, après le faire aussi, avec eux, d'ailleurs. Mais voilà. Donc il y a énormément de choses. Via les formations, évidemment, tu citais les OPCO, etc. tout à l'heure, il y a évidemment plein de solutions pour former ces salariés. Voilà, après, il existe beaucoup d'associations, et même par exemple sur les sujets LGBT, vous avez aussi aides, SIDAction, etc., qui peuvent intervenir dans votre entreprise pour sensibiliser sur les sujets liés à la santé, sur les sujets liés à la santé mentale aussi, il y a plein de choses. Enfin, voilà, donc après, il y a un peu de recherche, un peu de travail, peut-être pour chercher ça, mais c'est aussi l'objet parfois des ERG ou des groupes de collaborateurs et collaboratrices qui, par leur réseau perso, par leurs engagements associatifs en dehors de l'entreprise, vont avoir des ressources et des personnes pour les aider. Et, voilà, et souvent, c'est pas très cher, franchement. Enfin, ça peut ne pas être très cher. Évidemment, le prix, c'est toujours un obstacle.
plus les sociétés sont petites, plus les entreprises sont petites, plus ça le sera. Mais voilà, nous, je sais que si on bosse avec une petite boîte, on n'est pas idiot, on connaît les contraintes, on a les mêmes. Hein, nous, on est 5 chez Têtu Connect, donc les contraintes budgétaires, je les connais très très bien. On adapte évidemment les mêmes choses. Je ne vais pas faire payer la même chose à une boîte de 15 000 salariés dans le monde entier versus une asso. Et souvent, pour nous, c'est même très intéressant de bosser, alors pas gratuitement, mais quasi, pour des plus petites structures, parce qu'on apprend énormément d'elles et ensemble. Et donc moi, à titre perso, par exemple, les écoles, souvent on travaille avec les écoles du supérieur, pour certaines qui n'ont pas des gros budgets, mais c'est vachement intéressant parce qu'on est en lien déjà avec une population qui sont les travailleurs et travailleuses de demain, les managers peut-être de demain et les dirigeants et dirigeantes de demain. Donc on a très envie d'aller leur parler de ces sujets le plus tôt possible. Donc voilà, il faut être un peu malin sur ces choses-là. Heureusement, avec certaines grosses boîtes, on peut aller chercher des budgets beaucoup plus importants parce que beaucoup plus de monde et des projets beaucoup plus longs qui impliquent des grosses équipes. Mais voilà, aller sur des structures plus petites ou avec des budgets plus réduits, ben, évidemment, il faut y aller et c'est souvent passionnant. Est-ce que... Oui. Bonjour, Caroline Allard. J'interviens sur ces sujets au titre de la fresque de la diversité dans des entreprises et aussi dans des collectifs dont je fais partie, où on essaie de faire bouger les choses. Et dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses qui remontent et qui me font aussi poser des questions. Enfin, j'ai envie d'avoir votre avis dessus. Quand Loïc parlait des biais, le principe des biais, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on en a en général, enfin des gros sujets. Et ça peut participer au fait qu'on a du mal à se dire qu'on va mettre du temps et de l'énergie dessus parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Et je pensais à ce que disait Marie sur le fait que c'est important de pouvoir faire remonter les incidents, les discriminations, les oppressions qui ont lieu. Et du fait de tous ces biais, on a du mal à croire qu'en fait ça se passe si soi-même on n'est pas concerné. On a vraiment du mal à le croire, à l'entendre, donc il y a beaucoup d'incrédulité. Ça peut être difficile de faire confiance pour le partager. Ça demande aussi d'être formé. Alors sur les VSS, aujourd'hui, ça s'entend beaucoup plus, mais je peux penser que sur le racisme, par exemple, c'est beaucoup plus difficile à entendre et à le reconnaître et à l'admettre. Et en parlant avec des équipes RH où on peut animer des ateliers, elles ont même du mal à se dire que ça existe vraiment ou à savoir que ça remonte. Et du coup, dans les canaux, comment s'assurer que les gens aient confiance pour remonter ces incidents, pour qu'on se rende compte qu'il y en a, en fait, pour même s'en rendre compte, sinon ça reste complètement invisible. Voilà. Oui, alors effectivement, c'est compliqué, et puis c'est toujours une claque, entre guillemets, qu'on prend quand on prend conscience qu'il se passe des choses qu'on n'entend pas, qui puissent se passer, en tout cas dans des structures, dans des organisations comme les nôtres. Donc là, encore une fois, ouais, c'est la question des formations. J'en reviens, alors parce qu'effectivement, souvent la clé d'entrée, en tout cas dans les organisations syndicales et politiques par ailleurs, c'était la question des, alors nous on appelle ça des cellules de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui s'est posée en premier. Et effectivement, on s'est dit, alors d'une part pour les personnes qui vont être amenées potentiellement à écouter des personnes qui sont victimes de discrimination ou de violence, ça peut être déjà très compliqué, donc il faut aussi que les personnes elles soient formées à recevoir la parole et qu'elles soient aussi formées à accompagner, traiter les situations. Et donc nous on s'est tourné clairement vers des associations dont c'est plus le travail que nous, parce qu'encore une fois, alors nous ce qu'on partage dans les formations qu'on anime, c'est de dire aussi que on est juste des syndicalistes, on n'est pas des soignants et des soignantes. On n'est pas des juristes non plus, et donc en fait à un moment donné nos compétences elles vont être limitées, et par contre on a justement toutes les personnes tiers sur qui on peut s'appuyer pour pouvoir travailler en termes de prévention et d'action aussi. Donc nous on s'est formés beaucoup grâce à des camarades copines du planning familial. C'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué dans les ressources, mais le planning fait aussi beaucoup d'interventions dans les écoles pour le coup. Elles sont beaucoup aussi sollicitées, enfin elles sont sollicitées parfois par des entreprises. J'ai une copine qui bosse au planning dans le 93 qui me disait qu'ils avaient même été sollicités par la police. Bon, le planning avait décliné l'invitation, mais avait dit qu'effectivement c'était bien qu'ils le fassent, qu'ils se forment. C'était plutôt bien, mais que voilà, c'est pas forcément le planning qui était
plus à même pour le faire. Il y a aussi la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, donc là c'est un peu plus spécifique, mais bon, et qui, je crois d'ailleurs aussi adapte ses tarifs justement pour les formations en fonction des structures. Mais voilà, nous on s'est pas lancé entre guillemets sans parachute, sans quoi que ce soit dans le vide, parce que ça aurait été potentiellement très violent pour les victimes et hyper violent pour les copines et les copains qui sont aussi chargés de ces écoutes-là. Donc c'est en gros, voilà, c'est encore une fois, c'est se poser autour d'une table et réfléchir. Et quand on s'est posé la question au sein de l'Union syndicale solidaire de monter ce genre de dispositif de signalement, on a réuni toutes les camarades qui bossaient sur ces sujets-là dans les structures qui composent l'Union syndicale solidaire, et pour certains ont essuyé des plâtres. Celle de laquelle je viens, notamment Sud PTT, voilà, on a été une des premières organisations syndicales de solidaires à se lancer là-dedans. On a clairement essuyé un bon nombre de plâtres et on va en essuyer encore beaucoup, mais ce qui permet à Solidaire de s'appuyer justement sur l'expérience de Sud PTT, mais aussi d'autres organisations de solidaires, de ce qui s'est passé dans certains partis politiques. On a discuté avec les camarades du NPA, qui ont été par exemple le premier parti politique de gauche à se doter de ce genre d'outils-là. Donc voilà, en gros, c'est aussi utiliser les cadres interpro et interorga pour construire voilà ces outils dont on a vraiment besoin. Et encore une fois, voilà, c'est discuter ensemble, et ça pour le coup, et se remettre en question, accepter de se remettre en question et accepter de se dire encore une fois qu'on n'est pas hors du temps, qu'on n'est pas hors du monde, et ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans d'autres boîtes, ça se passe aussi chez nous, ça se passe dans nos orgas. Et en gros, voilà, de se mentir et de se voiler la face, ça ne rendra les choses que plus difficiles en termes de prise de conscience et d'action. Donc voilà, autant se dire, ça se passe chez nous et il faut qu'on traite les sujets et il faut qu'on les prévienne. C'est déjà une étape de fait et franchement, on peut en sortir que grandi. Oui, du coup, votre question, je crois que c'était aussi comment faire en sorte que les gens aient assez confiance pour utiliser les canaux de signalement, etc. Il y a une des idées qui remontait là de la consultation de salariés qu'on a fait à NRCOP, c'était de favoriser la mise en place de groupes de parole en mixité choisie, donc mixité à définir en fonction de la caractéristique de la diversité qu'on identifie. Et j'imagine que ça peut participer à faire en sorte que les gens mettent des mots sur ce qui leur arrive et à leur donner assez confiance pour utiliser les canaux de signalement. Il y a une dernière question. Oui, alors. On peut peut-être prendre les deux en même temps et comme ça on conclura. Oui, bonsoir. Étienne, je travaille dans une SIC du milieu du tourisme. On a une centaine de salariés. On a parlé de la spécificité des COP avec leur format plutôt horizontal, un management participatif, et donc la présence des salariés au CA. Mais pour autant, la gestion de ces questions-là se fait souvent via des instances représentatives du personnel, qui sont les CSE, mais les accords, c'est les délégués syndicaux. Donc c'était pour savoir comment s'articulaient ces dimensions chez vous, parce que chez nous, c'est très confus. Et on dit, en fait, on est une coopérative, donc on discute en direct, et finalement, quelle est la place du CSE, et encore plus des délégués syndicaux, qui ne sont pas forcément du tout visibles ou identifiés. Voilà, merci. On peut prendre peut-être la deuxième question en même temps, comme ça. Pour la première, oui. Oui, bonjour. En fait, c'est pas vrai. C'est une question, mais qui est étayée avec un témoignage. Moi, j'ai travaillé dans une société institutionnelle qui avait une délégation de pouvoir public, mais qui était à la fois une société capitalistique. Je ne peux pas la citer, qui avait 130 salariés. Très mauvaise ambiance. Donc, à un moment donné, le secrétaire général avait missionné un cabinet d'audit sur le bien-être au travail, et ça a été une manière pour chacun de régler ses comptes. Il faut savoir que c'était un système très hiérarchisé avec des directeurs, des sous-directeurs. Donc a été mis en place un système RSE, avec un système d'alerte, un référent harcèlement. Et en fait, la direction s'était saisie de cet outil-là pour dégager des personnes qu'elle voulait ne plus voir dans la société. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de fonctionnement idéal, c'est-à-dire qu'il y a des taupes au service de la direction. Et donc, j'ai vu,
je l'ai vécu, hein, des faux témoignages contre une personne, un salarié lambda, qui dit tu as dit ça, donc ce n'est pas acceptable, on te dégage. La personne à qui c'est arrivé n'avait pas de moyen de se défendre. Des salariés étaient venus le voir en lui disant « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas témoigner contre toi parce qu'il y a une sorte de peur qui descend depuis la direction. » Donc, c'est-à-dire que c'est très bien que ça existe, mais il faudrait arriver à le dissocier de la souveraineté de la direction qui peut l'utiliser comme un moyen de nuire. Et j'ai vu la difficulté qu'il y avait de structurer, on va dire, un système un peu parallèle à la direction qui puisse justement se protéger de l'instrumentalisation qui peut exister. Et c'est très difficile à mettre en place. Hein. Donc ça c'est du vécu. Donc il n'y a pas toujours, pour répondre, voilà, je rebondis à l'intervention qui avait été faite, le salarié n'a pas toujours les clés pour savoir vers qui se tourner quand ça lui arrive. Et ça, j'ai vu, ce système-là continue encore aujourd'hui. J'ai quitté cette entreprise et c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en souffrance terrible et la direction utilise ce levier-là, soi-disant être RSE, on s'aime tous, et ça a créé en fait finalement des gens qui n'arrivent même plus à se parler entre eux. Je vois quelqu'un qui veut rebondir, peut-être je... Il reste plus de temps et il y avait une question. Oui, du coup, nous, le sujet, il est encore émergent à Enercop, donc on n'a pas de retour d'expérience très chiadé à partager, mais ce que j'imagine, donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un référent diversité et inclusion au sein du CSE, dont le rôle sera de s'assurer que le sujet est bien pris en main côté direction, et les syndicats, eux, ils sont là pour négocier des accords avec la direction sur des mesures plus impactantes socialement, j'imagine, mais voilà. Oui, non, sur la première question, je partage assez ce qui en est dit. Non, mais par rapport alors, la remarque plutôt ou le témoignage de la personne qui est intervenue là juste à la fin. Bien sûr, alors, encore une fois, il n'y a jamais de solution miracle, quoi qu'il en soit, mais après... Encore une fois, en tout cas dans le témoignage qui est fait, on a vraiment le sentiment aussi d'une verticalité, et donc on se rapproche plus d'un fonctionnement d'une boîte capitaliste, tout ce qu'il y a de plus classique. Est-ce qu'on a peut-être potentiellement toutes et tous connus dans des boîtes privées ou d'ailleurs dans des administrations, on a exactement les mêmes systèmes verticaux. Après, pour arriver à sortir de ces ornières-là, finalement, il y a le fait d'aussi, je reviens sur les logiques d'auto-organisation et d'autogestion auxquelles nous on est très très attachés, et le fait de prendre des décisions au consensus. Mais à partir du moment où il y a une direction qui va prendre des décisions et malheureusement des personnes qui vont utiliser des outils dont la vocation première est d'apporter plus d'inclusion et de favoriser la diversité, et qui vont dévoyer ces outils-là, ça malheureusement on l'aura dans toutes les structures, et y compris on les a aussi dans des organisations syndicales comme la nôtre, où ces outils-là sont servis pour régler des comptes politiques, parce que ça arrive aussi malheureusement. Mais là encore une fois, on en revient sans doute à des solutions qu'on a pu évoquer juste avant, c'est-à-dire qu'un outil posé sur la table comme ça, si on n'a pas de mode opératoire entre guillemets pour s'en servir, il servira à rien du tout justement, et que ces outils-là, ils doivent être accompagnés de politiques de formation pour éviter justement qu'ils soient à terme dévoyés, quoi. Donc encore une fois, il n'y a pas une solution qui sera miraculeuse pour une organisation plus qu'une autre, mais encore une fois, voilà, c'est une multiple choses, et la première étant la formation, et la formation vraiment à tous les niveaux de la structure. Encore une fois, voilà, qu'on dépasse juste la direction qui veut avoir sa jolie étiquette avec sa politique qu'elle a mis en place et son outil, et que ce soit vraiment que les salariés aient conscience aussi que ces outils-là existent et puissent s'en emparer, et qu'on puisse en discuter aussi collectivement, et peu importe la taille de nos structures. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. On clôture cette journée. Merci, à bientôt.